Bonjour, shalom, salam alaikum. Vous êtes les bienvenus au Club La Presse que nous animons en ce jour du mardi 2 octobre 2018. Pendant qu'il sonne 11 h au studio de la nouvelle génération Canal FM depuis Hanokopé, la même heure qui sonne au studio des radios partenaires. Radio ITSI à Amlamé, Radio Sama FM à Baga, côté de Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Central FM à Sokodé, Radio Courtoisie à Dapan, naturellement Radio Lumière à Neho, je n'oublie pas Radio Gameli et Benin Radio, et tout naturellement le site de Canal FM www.canalfm.com. À la technique aujourd'hui, Michel Koko Vitogbe Tobenga. À la console pendant que Géraud Dakucha met l'émission en ligne et que les confrères s'installent autour de nous. Monsieur le président du patronat de la presse togolaise, cette publication Actu Express, Isidore Sassoua Tialo Akolo, bonjour. Bonjour, je préfère la dénomination. Cette publication de Actu Express. D'accord. Directeur délégué de Radio Lumière qui nous vient d'Anéro, la ville tricentenaire aux trois royautés, 2 fois capitale du Togo, Jeff Le Prince, bonjour. Bonjour, ça c'est comme mon grand frère est en train de décliner son grand titre. Je préfère être simple journaliste de Radio Lumière, chargé de mission. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Canal. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Canal FM et Lumière FM. Le directeur de publication du quotidien Togo Matin, Monchoso Dieudonné Koratena en personne, bonjour. Bonjour, Sass. Vous me semblez tous de bonne humeur aujourd'hui. Oui. Je ne le dirai pas. Et je sens déjà que nous ferons une bonne émission. Attendons le 4e mousquetaire avant de dévoiler ses noms et prénoms. Mais on peut déjà y aller avec la pensée du jour. Que cette admirable auditrice, fidèle amie, nous envoie au jour le jour, même si elle préfère demeurer dans son discret anonymat. C'est l'écriture de Gabriel Girard aujourd'hui qui nous enseigne, Isidore, que tous les moments sont chers à qui connaît le prix du temps. Ah oui. Tous les moments sont chers à qui connaît le temps. Évidemment. Comme le disaient les Anglais, time is money. Il faut savoir capitaliser sur le temps. Et si vous n'arrivez pas à capitaliser sur le temps, vous perdez. Je crois que c'est ce que j'ai comme réponse à cette pensée de l'auditrice. De Gabriel que j'avoue que je ne connais pas. Merci. Jeff Le Prince. Oui. Tous les moments sont chers à qui connaît le temps. Effectivement. À qui connaît le prix du temps, pardon. Effectivement, connaître le prix du temps, c'est de savoir faire ce qu'il faut faire au moment opportun. Vous savez, on peut agir sur l'espace, mais pas sur le temps. Le temps coule irréversiblement et à chaque instant, il faut saisir l'occasion et pouvoir faire ce qu'il faut faire au temps T. Oh, temps, suspend ton vol. Même si le temps ne suspendra jamais son vol, c'est Alphonse de Lamartine qui l'a expérimenté. C'est pourquoi Gabriel Girard nous rappelle que tous les moments sont chers à qui connaît le prix du temps. Mon Tchosso, je présume vous connaissez le prix du temps. Naturellement, et tu le dis si bien, c'est-à-dire que quand Lamartine posait déjà ça au XVIIIe siècle, c'est qu'il... pardon, oui, c'est clair que il a compris, et comme nous tous aujourd'hui, que le temps que l'homme a réussi à fixer dans un cadran n'est pas le temps réel.
le vrai temps, le temps grand T nous échappe tous. Et on peut d'ailleurs même à ce titre rappeler, à titre de blague, cette chanson des Ivoiriens qui disent, de l'Ivoirien qui dit le temps c'est le second nom de Dieu. Et je crois qu'ils ont parfaitement raison, ils ont parfaitement compris. Et vous savez, d'ailleurs même plus loin, on dit que tout ce que l'on fait sans tenir compte du temps, le temps se moque. Tout ce que l'on fait sans tenir compte du temps, parce que le temps est un principe actif. Tous les moments sont chers à qui connaît le prix du temps, nous enseigne Gabriel Girard. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Eh bien, ces morceaux qui passent ne disent pas grand chose aux plus jeunes, mais nos aînés se rappellent que c'était, ou bien c'est la voix d'un certain Charles Aznavour qui a tiré la révérence depuis quelques heures. Actu Express, Isidore, vous faites à Charles Aznavour bye bye. Yes. Et surtout par la bohème, et sans parler de... Et pourtant, ça m'a vraiment marqué. J'avais à peine 7 ou 8 ans à l'époque. Et cette chanson m'a bercé. Et j'ai tenu à lui faire hommage de sa révérence à 14 ans. Et il aurait souhaité vivre sur la scène jusqu'à 100 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous aurons souhaité être avec toutes nos facultés. Parce que ça ne sert à rien de rester au monde sans avoir ses facultés. Charles Aznavour avait toutes ses facultés intellectuelles jusqu'à 94 ans. Charles Aznavour, à qui RFI a consacré des pages d'émissions spéciales ce matin, et c'est là que j'apprends que Charles Aznavour était un autodidacte. Il disait qu'il avait appris la moitié de ce qu'il savait dans la nature, le reste, la seconde moitié, il a apprise dans les livres. Voilà. Ça rejoint la pensée d'un éminent Togolais qui aujourd'hui se trouve à la tête de l'Assemblée nationale, qui disait qu'il avait fait l'université de la nature. Non, c'était plutôt l'ancien ministre Samon Kordo, évidemment, qui disait à la conférence nationale qu'il avait fréquenté son université dans la nature. Évidemment, l'autre aussi l'a repris. Daman Dramani. Ok, Charles Aznavour, 94 ans, mais Isidore le disait, il était encore lucide. Il revenait d'une tournée au Japon et il s'apprêtait à partir en tournée en France. Notamment, il envisageait de se produire à Tours, à Dijon, à Saint-Étienne ou encore pour la première fois de sa carrière à Bercy. Le temps en a décidé autrement. Aznavour, qui à 94 ans était encore bien lucide, interprétait lui-même ses chansons en live, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Eh bien, Charles Aznavour, de son vrai nom, Chaknoun Varinag Aznavourian, arménien, émigré en France et adopté par la France, auteur, compositeur, interprète. Il a même joué au cinéma dans près de 80 films. Et il a écrit des chansons pour les plus grands noms de la chanson française, notamment Juliette Gréco, Gilbert Bécaud, Edith Piaf. Et c'est l'Union pour la patrie qui nous dresse un petit portrait de Charles Aznavour. Montjosso, c'est ce monument de la culture française et mondiale qui s'en est allé. On dit même que Aznavour s'est produit dans près de 180 villes de par le monde, depuis le Japon en Argentine, en passant par... Il revenait du Japon. Il s'est produit un peu partout. Seulement, Aznavour n'a pas eu le temps de venir se produire au Togo avant de s'en aller. Non, mais ce qu'il faut retenir d'une icône comme Aznavour, et ça, c'est la définition même, il nous semble, de l'artiste, mais c'est ce côté intemporel de l'artiste. Isidore disait tout à l'heure effectivement que Aznavour a marqué sa jeunesse. Nous autres, il a bercé notre enfance. On n'était pas jeunes. On essaie peut-être à peine quand Aznavour était au firmament de son talent
Il était au zénith de son talent. Et il se retrouve aujourd'hui à un autre zénith. En tant qu'artiste, il reste immortel. On parlait du temps, on posait la question du temps tout à l'heure, en début d'émission. On ne croyait pas si bien dire. C'est-à-dire que l'artiste, pour un artiste vrai, un artiste digne de ce nom, le temps, ce n'est absolument rien, parce que Charles Aznavour demeurera Charles Aznavour d'hier, d'aujourd'hui et sans doute de demain. C'est-à-dire que quand on prend d'ailleurs même sa chanson Et pourtant, une des chansons qui... Alors, c'est-à-dire, on peut s'amuser d'ailleurs à séquencer d'ailleurs pourtant en deux, pourtant en un mot et pourtant en deux mots, pour le temps. Charles Aznavour s'en va pour le temps. Et Charles Aznavour s'en est allé après plus de 70 ans de scène musicale et de cinéma. Voilà une performance, Jeff le Prince, qu'on salue. Oui, grande performance qu'on salue, mais qu'est-ce que je peux dire aux côtés des doyens, des grands frères qui parlent de Charles Aznavour. Moi, j'écoutais la chanson, je n'ai jamais cherché à connaître l'auteur. Là, vous m'informez, je suis sérieux. Qu'on me parle aujourd'hui de Toto Patrick ou autre artiste, je suis prêt à citer leur nom, mais de grands artistes comme Charles Aznavour, c'est vrai que ça nous a bercé. Nous sommes de la dernière génération. On n'a même pas encore franchi le cap de la trentaine, donc ça veut dire que c'est notre grand-papa, alors que la terre lui soit légère. Ils ont même arrière-grand-papa. Ah, arrière-grand-papa. Que la terre lui soit légère. D'abord, féliciter la compilation que vous venez de faire. Non, là, il faut féliciter Michel Toméga. Ouais. Alors, chapeau bas. À chacun ce qu'il a fait. Chapeau bas. Parce que il a su recenser, séquencer les morceaux. Il aurait dû mettre la bohème et ce serait complet. Si, il a commencé par la bohème. Ah, voilà, il a commencé par la bohème. Le mot bohème n'était pas arrivé. Chapeau bas à lui et tout ce que vous avez su faire. Non, souvent nous ne parlons pas de nos techniciens, c'est parce qu'ils n'ont pas le micro de parler. Et si pour la réalisation d'une bonne émission, c'est toute une équipe qui est derrière, et c'est l'occasion de saluer nos techniciens de toutes les radios et toutes les télévisions. À ce niveau, nous avons manqué dans nos structures le réalisateur. Quand on avait commencé les radios FM, il y a toujours un réalisateur qui fait la jonction entre le technicien et l'animateur. Qui s'en est allé avec son immense talent. Mais revenons chez nous ici, peut-être que dans la grosse banlieue d'Adétikopé, peut-être que nous pourrions assister à l'éclosion d'un artiste qui pourrait s'élever au stade de Aznavour. Togo Matin, Montossor, vous nous informez que pour l'épanouissement de la jeunesse, le gouvernement, par le biais de la ministre Dogbé, de la jeunesse, emploi des jeunes, a lancé il y a quelques jours les travaux de construction de la salle de conférence du centre des jeunes d'Adétikopé. Oui, tout à fait. La construction donc de ce bâtiment. Entre en ligne avec le thème retenu lors de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse début août dernier. Et donc, thème, je le rappelle, des espaces sécurisés pour les jeunes. L'initiative s'inscrit également donc dans le cadre du programme de développement des infrastructures socio-éducatives et d'aménagement d'espaces de loisirs initié par le gouvernement. Et là-dessus, vous savez que la ministre Dogbé ne ménage aucun effort. En tant que ministre, elle a toujours pris le devant, même si parfois ça lui vaut des camouflés, même si parfois ça lui vaut des critiques. Quand vous savez que quand un ministre prend le devant lui-même et quand il ne se fait pas représenter par un directeur ou un chef service, ça vaut ce que ça vaut. Et il nous semble que Madame Dogbé, là-dessus, n'a jamais ménagé aucun effort. Merci Madame Dogbé, au nom du gouvernement qui lance les travaux de construction de cette maison des jeunes à Adétikopé. Mais le samedi dernier, c'était le chef du gouvernement en personne qui avait présidé
les travaux d'inauguration de la seconde salle de cinéma Canal Olympia à Kakaveli, à Goué, ce qui s'ajoute à la salle Olympia de Hankope ici. Et puis, la semaine dernière, le même chef du gouvernement a lancé également la construction d'un nouveau stade. À Ngotchen, on annonce 2000 places. Voilà, on pourra dire que c'est insignifiant, mais Jeff le Prince, c'est ce que le gouvernement tente d'apporter comme infrastructure culturelle, socio-éducative et sportive à la jeunesse togolaise. Oui, ça, je pense que tard vaut mieux que jamais, même si nous critiquons le gouvernement sur un certain nombre d'activités ou bien d'actions. Au moins, ce gouvernement a compris qu'à un moment, il faut commencer par poser des actes. Et vous savez tout ce qui est caché derrière ces actes qui sont posés entre 2 années pour une élection, que ce soit présidentielle ou d'autres élections que vous connaissez, pour pouvoir capitaliser ces activités qui seront faites pour pouvoir en faire une bonne campagne. C'est vrai que ces réalisations vont rester pour la jeunesse. C'est pourquoi moi, personnellement, je salue. Et si cela peut être l'objet de tous les chefs-lieux des régions ou bien de tous les chefs-lieux de préfecture pour avoir des centres culturels pour les jeunes, ce serait vraiment très important. Il ne faut pas toujours penser à Lomé ou bien les périphériques de Lomé, mais il faut commencer à décentraliser ces infrastructures dans toutes les préfectures pour pouvoir contenir les jeunes pendant les vacances, d'éviter que ces jeunes s'évadent dans la nature et commettent des bêtises. Vous savez, quand il y a un centre culturel, ça case les jeunes pour éviter ce que nous avons l'habitude de voir. Si au niveau d'Aneho, par exemple, pendant les vacances, vous verrez les enfants à la plage qui ne sont même pas surveillés, alors que s'il y a un centre culturel, ça pourrait quand même les contenir et réaliser des activités, organiser des concerts à l'endroit de ces jeunesses. Merci, pour pouvoir les amener à comprendre. On reste toujours avec le stade. Nous y étions il y a 2 semaines. Oui. Le stade Omnisport de Kota gagnerait à être un peu entretenu. Oui, vous savez, la tribune ne peut pas contenir 100 personnes. Oui, la pelouse, vraiment, qui est du sable. Oui. Et puis un petit coup de pinceau, un petit coup de travaux au stade de Kota. Je le reconnais, nous avons du pain sur la planche. Et là, on ne peut pas toujours attendre le gouvernement, assez de cadres pour la préfecture des lacs. Si on y pense réellement et que chacun essaie de mettre le sien, on peut toujours faire quelque chose. Parce que, vous l'avez dit en début d'émission, la ville d'Anéo, ville tricentenaire, 2 fois capitale, si la ville est laissée pour compte, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons être conscients et apporter notre touche pour que les choses changent. Et peut-être que avec ce stade, la prochaine élection locale, avec tout ce que vous avez comme cadre, député, ministre, PDG, peut-être que la ville d'Aného va se choisir d'élus qui vont vraiment rivaliser d'ardeur. Oui, Inch'Allah. Un coup de pinceau. Oui, Inch'Allah, parce que vous savez, Bolo-Sou est en première division. Et là, on peut pas quand même. Nous sommes revenus en première division. On peut pas offrir ce stade à de grandes compétitions. Comme dimanche même, nous allons recevoir l'AS OTR qui sera à Ného. Il va falloir véritablement penser à renouveler les infrastructures pour pouvoir accueillir réellement nos joueurs. Mais attention, si vous battez l'AS OTR, on pourra vous faire redressement fiscal. Hein? Non, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Merci. Alors, le Confère Liberté aussi prend acte des travaux de lancement, en fait, des travaux de construction du nouveau stade de Ngotchen, mais Liberté qui trouve que ce stade qui va coûter plus d'un demi-milliard de nos francs, avec une capacité de 2000 places, aurait été lancé sans appel d'offres. Ça, c'est Liberté qui l'écrit. Isidore? Non, sur la procédure, moi, je ne voulais pas revenir. On peut confier à qui peut mieux réaliser les infrastructures. Mais moi, je voulais rebondir sur le nombre de places d'abord. Et nous ne sommes plus à un niveau où faire construire un stade de 2000 places. Il faut au moins viser haut. Le Togolais doit viser haut. Nos ancêtres ont visé haut et ont eu de bonnes intentions pour le Togo, pour que ce soit un pays émergent. Et qu'on nous dise en 2018, on veut construire un stade à 2000 places, ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Il faut revoir ça à la Rose, qu'on ait au moins un stade de 35 000 places pour que quand le Togo serait appelé à abriter des grandes compétitions,
ce stade peut faire référence. Voilà ce que je voulais dire. Et aussi, au niveau des centres culturels, que sont devenus nos centres communautaires? Que sont devenus nos centres communautaires? C'est la question qu'il faut se poser. Quand je prends l'exemple que je connais très bien, le centre communautaire d'Adjamakome, qui est devenu un dépôt de Wagnon. Wagnon venu, un magasin de Wagnon venu de Niger. Je me pose beaucoup de questions. Et nos ancêtres, en construisant le Togo, avaient doté chaque préfecture, ou plutôt chaque commune, d'un centre communautaire. Et aujourd'hui, ces centres communautaires, parfois, des gens, ceux qui ont plus d'ingéniosité l'ont transformé à des, comment dirais-je, des centres, des centres d'hébergement, avec le cas de centre communautaire de Tocoin. Oui. Qui sont devenus des hébergements. Votre témoignage est poignant. Je pense le même souhait que nous émettions pour Anéro, lorsque l'heure aura sonné pour les élections locales, la ville de Lomé et ses quartiers pourront donner leur suffrage à des personnalités, pourquoi pas à des partis qui vont rivaliser d'ardeur et d'ingéniosité pour recréer nos quartiers et nos villes. Tout cela dépendra du cachet qui est mis à disposition de ces localités. Oui. C'est très important. Ces élus feront les plaidoyers et lobbying auprès à l'Assemblée nationale. C'est là que je salue le projet de notre grand frère Nicolas Lawson, qui disait il faut doter chaque préfecture ou chaque commune d'un certain nombre de milliards. Oui, merci, pour pouvoir faire. Merci. Eh bien, nous allons nous associer à un pays frère, la Guinée, qui célèbre aujourd'hui le jubilé de diamant de son accession à l'indépendance. La fière Guinée qui avait dit non publiquement au général de Gaulle le 28 septembre 1958. Et puis le 2 octobre, quelques jours après, la Guinée a proclamé solennellement son indépendance pour les 60 ans de cette fête que nous souhaitons belle pour la Guinée, les Guinéens. Le Togo a dépêché le premier de ses fils, Faure Gnassingbé, qui s'y trouve. Monchosso, vous le rappelez, que au programme des 60 ans de l'indépendance de Guinée, qui se célèbre aujourd'hui, Faure Gnassingbé représente le Togo aux côtés de son homologue Alpha Condé pour les cérémonies commémoratives. J'aime l'expression le Togo a dépêché le premier de ses citoyens. Mais pour ne pas dire qu'il s'est dépêché, parce que... il s'est dépêché à notre nom. Il s'est dépêché à notre nom. Revenons à la formule originelle. Le Togo a dépêché le premier de ses citoyens à cette fête. Sans doute parce que, par-delà plusieurs considérations, nous appartenons à la même communauté, c'est-à-dire la CEDEAO. Donc il était important. 60 ans, ce n'est rien. 60 ans, c'est beaucoup. Et puis la Guinée, tu fais très bien de le mentionner. C'est effectivement l'un des tout premiers pays africains à connaître subsaharien. Subsaharien. Oui. Je dis bien l'un des premiers, pas le premier. L'un des premiers. Mettons-nous d'accord. Donc, d'ailleurs, toute l'histoire qui est entourée, nous le savons très bien, cette accession de la Guinée à sa souveraineté internationale, ce pays donc de Sékou Touré qui a connu plusieurs fortunes diverses en 60 ans, dirigé aujourd'hui par le professeur Alpha Condé. Et donc, forcément, il nous semble que quand on appartient donc à la même communauté, il était important pour notre chef de l'État de prendre part à ces festivités commémoratives pour, d'une part, forcément raviver les relations bilatérales entre les deux pays. Et forcément, nous savons que c'est une visite qui sera très, très, très commentée parce que Faure Gnassingbé prend part donc en Guinée aux festivités marquant cette indépendance aux côtés d'un président
qui est très impliqué dans la résolution de la crise au Togo. De la situation que nous connaissons. Voilà. Oui, Isidore? Non, c'est fait outrage à nos ancêtres pour dire que la Guinée a montré la voie au pays africain. C'était le Togo. Au pays africain francophone. Francophone, oui, puisque nous étions sous mandat et c'est la France qui nous avait dirigés à l'époque. En 58, en avril, le Togo avait eu son indépendance. Oui, et à ce niveau-là. Et c'est. Oui, permets-moi de te le dire. Non, c'est fait outrage à nos ancêtres. Oui. Ça, partout, j'ai suivi tous les médias, on ne parle pas du Togo. C'est vrai que nous n'étions pas une colonie française, nous étions sous mandat, mais c'est le Togo qui avait monté la voie à Sékou Touré. Et on a le courage de le dire. Oui. Mais ça, on ne le réclame pas. Oui. Et ça, je m'en offusque. Oui, Isidore, vous avez peut-être raison, mais il y a un détail quand même. C'est vrai Quel que détail? Le Togo a eu sa sorte de référendum le 27 avril 1958. Mais il se fait que le Togo a dû attendre 2 ans Peu importe. pour proclamer solennellement son indépendance. Peu importe. Parmi les colonies allemandes, à savoir la Namibie, le Cameroun, le Togo, c'est le Togo qui est le... Tanganyika aussi. Tanganyika qui est devenu Tanganyika. Bon, moi je connaissais Namibie. Ça, vous m'informez. C'est le Togo qui est le premier à aller à la SDN pour réclamer son indépendance. Et ça, tout le monde l'oublie. Personne ne l'oublie. Tout le monde l'oublie. Personne ne l'oublie. Personne n'a jamais. Nous avons proclamé. Nous avons eu notre indépendance en 58. Et manque d'infrastructure, on a dû reporter. Et surtout, parce que la France nous disait qu'on était en été et c'était la seule des colonies qui avait eu son indépendance sans avoir eu à contracter des dettes. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec les dettes? Oui, ce que dit Isidore avec beaucoup de sérieux devrait interpeller les historiens, pourquoi pas les politiques. Évidemment. Exactement. Je suis offusqué. Quand je suis RFI, toutes ces choses-là, dit, mais où se trouve la place du Togo? Qui avait donné le là? Oui, Isidore, il se fait que même le Togo même enseigne à ses enfants, enfin Isidore plutôt, qu'est-ce qu'on enseigne? Nos historiens nous enseignent. On enseigne l'histoire est tronquée. L'histoire est tronquée. L'histoire est tronquée. Il faut réhabiliter l'histoire du Togo. Merci beaucoup. Espérons que qui de droit des historiens aux politiques, on écoute le coup de gueule ou bien le coup de cœur d'Isidore coup de gueule. Oui. D'Isidore à Collor et que la vérité historique et politique soit restaurée. 93.5 Canal FM. Nous revenons aussi au studio, mais je puis vous assurer que Isidore est vraiment sérieux sur cette affaire-là. Je m'en offusque. 27 avril 58 ou bien 27 avril 1960. Qui de droit, les historiens ou les politiques, situez-nous pour calmer Isidore. Entre avril et septembre, il y a eu une marche. Merci beaucoup. Eh bien, Faure Gnassingbé, qui célèbre le jubilé de diamant de la Guinée aux côtés de son homologue et frère et ami, Alpha Condé, mais peut-être qu'au détour des discours officiels, Faure Gnassingbé pourrait parler de son pays, le Togo, avec Alpha Condé. Pourquoi pas? Surtout que Alpha Condé est l'un des facilitateurs dans la crise que connaît notre pays, aux côtés de son homologue du Ghana. Justement, Nana Akufo-Addo et Alpha Condé ont reçu dernièrement une lettre ouverte que leur a adressée Godwin Tété à Dialogo, qui n'est plus à présenter, 80 ans et plus, qui vit entre la France et le Togo, et qui a toujours, qui est historien et qui a une plume très fertile. Eh bien, Godwin Tété à Dialogo vient d'adresser une lettre ouverte à leurs excellences, les présidents Alpha Condé et Nana Akufo-Addo. Dans cette lettre-là, Godwin Tété leur demande, ou bien les prie, de trouver la réponse qu'appelle la question togolaise vieille de 55 ans maintenant. Et à propos... Quelle est la question?
En fait, vous allez lire le. Moi, j'ai cité juste un extrait. Ok. Tété Godwin. Non, je vais parle de la question togolaise. Je vais parcourir l'article. Vient de 55 ans. Et généralement, quand on lit Godwin Tété, il parle toujours de l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Ah ouais, pour la déclassification. Merci beaucoup. Évidemment. Eh bien, au-delà des facilitateurs Alpha Condé et Nana Akufo-Addo, la CEDEAO n'est pas loin. La CEDEAO qui travaille à la résolution de notre situation. Et justement, nous lisons à la manchette du confrère L'Alternative, crise politique mise en œuvre de la feuille de route. L'Alternative écrit que la CEDEAO va sanctionner. Et le papier dit que la CEDEAO envisage des sanctions ciblées contre les acteurs politiques togolais qui s'opposent ou qui bloquent le processus de réforme. Mais l'Alternative prend le soin de préciser que pour l'heure, la question des sanctions n'est qu'à l'étape de la réflexion. Isidore. Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux. Est-ce que la CEDEAO pouvait sanctionner comme Faure Gnassingbé a eu à sanctionner? Non, ce n'était pas Faure Gnassingbé, c'était la CEDEAO. Évidemment. CEDEAO présidée par Faure Gnassingbé. Oui, si Boari pouvait sanctionner le Togo, bon, je laisse ça à l'appréciation de tous les Togolais. Puisque je me dis toujours que la CEDEAO a une dette envers les Togolais. Et sa prise d'opposition aujourd'hui, je ne la comprends pas. La CEDEAO qui n'arrive pas, malgré le fait d'avoir dit que la CENI n'est pas encore opérationnelle, laisse les opérations continuer. Ça, je me pose beaucoup de questions. Peut-être les soirs va nous démentir ou va nous confirmer dans nos réflexions. Merci, Jeff. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez déjà lu la lettre ouverte de Godwin Tété au facilitateur. Vous le lirez après ce papier-là et avec l'article de la CEDEAO, enfin l'article plutôt de l'Alternative, oui, qui annonce, qui écrit que la CEDEAO pourrait envisager de sanctionner des gens ici au Togo, et au-delà de ça même, ce que la CEDEAO fait avec plus ou moins de succès dans la résolution de notre situation. Oui, c'est vrai que c'est un confrère qui a pondu l'article. Je ne peux pas trop commenter parce que je ne maîtrise pas sa source d'information. Cependant, je peux dire justement que bon, nous attendons de voir ce que la CEDEAO pourra sanctionner dans cette crise si les gens ne veulent pas tempérer. Mais comme je l'ai toujours dit en début de cette crise depuis 2017, août 2017, j'ai toujours dit, si les Togolais ne peuvent pas quand même eux-mêmes se comprendre et trouver la solution à la crise, parce que la crise a trop duré et ça continue pas à faire tellement de mal à tous les Togolais dans tous les domaines, ce que nous sommes en train de remarquer encore aujourd'hui. Et le langage diplomatique de la CEDEAO qui a toujours tenu, qui n'a pas été toujours clair, quand vous voyez même la feuille de route où chacun interprétait les différents points à sa manière. On disait renforcer la CENI ou recomposer la CENI comme le comité de suivi l'avait dit la fois dernière. Donc tout cela amène les Togolais à se poser beaucoup de questions. Mais je dirais aussi que ce qui est un peu gênant dans les démarches de la CEDEAO, vous savez, quand la CENI qui a lancé les opérations de recensement depuis hier le 1er octobre, nous avons remarqué les observateurs de la CEDEAO. Donc, pour nous, la CEDEAO est en train de quand même valider ce qui est en train d'être fait ou bien mettra en cause ce qui se fait aujourd'hui. Parce que même à Aneho, hier, on a retrouvé des observateurs de la CEDEAO bien habillés avec les logos de la CEDEAO qui étaient à la CELI, lac Bamono. Donc, nous les avons observés. On l'avait vu même des observateurs à la CENI ici à Lomé la semaine dernière. On se pose tellement de questions. Non. À un moment, il va falloir que les Togolais mettent la balle à terre, essayent de se comprendre et trouver la solution à la crise. Sinon, vraiment, je pense que les populations sont des boucs émissaires dans ces situations parce que, quoi qu'on dise, les politiciens eux-mêmes ne souffrent pas comme le bas peuple. Merci. Juste compléter, mon chanson, que c'est vraiment dans les cas extrêmes qu'une organisation sous-régionale, continentale ou mondiale arrive à prendre des sanctions contre un pays indépendant et souverain. Naturellement. Même si, vous savez, les grands juristes, les éminents juristes de ce monde ont tendance parfois à démontrer que une fois qu'on appartient à une organisation
et qu'on accepte effectivement librement de souscrire, ou qu'on souscrit librement aux lois de l'organisation, mais c'est que d'une certaine manière, l'hiérarchisation. On est. Mais vous savez, mais il y a toujours des démonstrations, des contre-démonstrations, et il me semble d'ailleurs que toutes les écoles se valent là-dessus. La CEDEAO pourra-t-elle vraiment sanctionner? À notre avis, dans l'histoire, face à une crise, on a difficilement. Bon, on nous parlera du cas de la Guinée très dernièrement, mais de la Guinée-Bissau en effet. Mais il faut voir justement il faut voir le contexte, il faut voir toute la dextérité diplomatique qui a préfiguré cette décision et qui finalement a amené tous les acteurs busso-guinéens à accepter. Les contextes ne sont pas les mêmes, et surtout que dans le cas togolais, on est parfois comme en face d'une situation inexplicable. C'est très important parce que vous savez, depuis août 2017, les acteurs togolais, en tout cas d'un certain camp, ont tout le temps eux-mêmes, en tout cas, toujours prêté le flanc sans le savoir. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui quelque chose et du jour au lendemain, on dit son contraire. Mais face à une telle situation, il nous semble que quand il arrive, ou quand il est donné à la CEDEAO de prendre des décisions, eh bien, la CEDEAO peut diplomatiquement se dire que nous avons en face des acteurs qui ont du mal à être logiques et à être conséquents envers eux-mêmes. Et donc, voilà, la CEDEAO en tout cas est dans un service après-vente, moi je le dis toujours. Et ça, la CEDEAO est dans un service après-vente parce que le cas togolais d'ailleurs, doit faire partir des actifs de la CEDEAO après le 20 décembre. C'est important pour la CEDEAO elle-même. Merci. Il faut parler du passé. Donc la CEDEAO est claire. Jacques Brou a été toujours clair. Le 20 décembre, il faut qu'il y ait des élections au Togo parce que la CEDEAO veut en finir avec cette histoire. Merci. Nous accueillons, s'il vous plaît, maintenant notre aristocrate Primus de Dotier. Genou Arlidja, bonjour. Bonjour, toutes mes excuses pour ce retard. Merci beaucoup. C'est avec vous que nous abordons le cas Habia. Ça fait, je crois, 14 jours que le président du parti, les démocrates, a choisi d'user de l'arme de la grève de la faim pour être entendu par qui de droit et obtenir deux choses: la libération des manifestants qui ont été arrêtés et sont détenus depuis. Ils sont, si les chiffres concordent, autour de 53 actuellement. Habia Nicodème fait sa grève de la 43 après la libération des 10. 43. Oui. Ok. Non, de toute façon, Nicodème Habia demande que toutes ces personnes-là soient libérées et que les réformes politiques se fassent. Et du coup, il y a beaucoup de débats. Aujourd'hui, c'est Liberté qui lui consacre 2 articles. D'abord à la page 5, rubrique caricaturement votre Liberté écrit grève de la faim, Habia jusqu'au boutiste. Et à la page 6, Liberté revient sur une information qui circule depuis hier, à savoir que le pouvoir de Lomé empêche l'évacuation sanitaire de Nicodème Habia. C'est un extrait de ce que Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, chef de file de l'opposition, disait sur une radio hier, à savoir que le gouvernement ghanéen a ou aurait dépêché un avion spécial pour évacuer Nicodème Habia et que le gouvernement togolais a ou aurait refusé. Et bien sûr, les antennes de la même radio, le ministre de la Sécurité, le général Yak Damehan a réagi ce matin pour donner des clarifications sur pourquoi l'avion militaire du Ghana n'a pas pu évacuer Nicodème Habia et son appréciation de la grève de la faim qu'observe Habia depuis 2 semaines. Eh bien, comme le sujet fait actualité,
nous le transportons ici, tour de table sur vos appréciations du cas Rabia. Jeff le Prince? Oui, excusez-moi, l'aristocrate. Non, le gouvernement est en train de louper beaucoup de chance. Parce que, il n'y a pas longtemps, on nous a fait créer Ashkron pour œuvrer à la réconciliation et à l'unité nationale. De deux, la feuille de route aussi de la CEDEAO est une chance au gouvernement. Pour la première fois, on a demandé aux partis au pouvoir et à l'opposition de s'asseoir dans une même CENI. C'est une chance pour travailler ensemble. Que le colonel et la personne que tous y servent. Le général Damehan Yark, il fait figure de mauvais conseiller. Et moi, à leur place, je conseillerais au président Faure de grandir de cette situation, de profiter de la situation pour grandir, pour gracier. Ce n'est pas le Ghana qui doit apporter un avion médicalisé à Abia. Moi, à sa place, c'est moi-même qui ferai ça. J'enverrai des corps médicaux spécialisés pour aller s'occuper de lui. Merci. À propos du corps médical, la semaine dernière, le docteur Georges William Koissan, président du parti Santé du Peuple, membre de la coalition, a déclaré qu'il est allé rendre visite à son ami. Il lui a pris les fonctions vitales pour s'assurer que rien n'était encore grave. C'était la semaine dernière. Et ce matin, notre confrère Achille Minson, qui assure la communication de Nicodème Rabia, écrit sur les réseaux que les fonctions vitales de Nicodème Rabia seraient en jeu. Or, nous apprenons par d'autres sources qu'un cabinet médical de la place a dépêché des médecins auprès de Rabia pour l'évacuer pour raisons sanitaires, mais que M. Rabia aurait décliné cette offre-là. Maintenant, nous sommes arrivés à tomber sur un extrait de ce que le ministre, le général Yark, a déclaré ce matin sur les ondes de nos amis de Radio Victoire, en réponse donc à ce que Jean-Pierre Fabre a dit hier. Président national de l'ANC, député à l'Assemblée nationale, il le disait quand même sur nos antennes que un avion ghanéen devait atterrir à l'aéroport de Lomé afin de pouvoir évacuer le député Rabia, l'ancien député Rabia Nicodème, qui observe une grève de la faim, et ceci, nous sommes au 14e jour, mais les autorités togolaises ont refusé à l'avion d'atterrir afin de pouvoir évacuer monsieur Rabia Nicodème. Cette réaction du chef de file de l'opposition a poussé le gouvernement à réagir aussitôt, et c'est le ministre Yark Damehan qui vient de réagir. Je vous invite donc à suivre tout de suite ce que le ministre a répondu. Je suis un peu désolé d'intervenir en direct. Le Togo n'est pas une colonie du Ghana. C'est bien le Ghana fait partie de la facilitation. Mais la guerre arrive sans l'autorisation des autorités togolaises. Moi, je ne suis pas au courant. Le ministre de l'air a déposé le problème. On laisse attendre quand il revient. Sans attendre le retour, il envoie l'avion. Ce n'est pas normal. Un avion militaire, ce n'est pas normal. Donc, M. Paul peut mieux se renseigner avant de faire des déclarations sur les ondes. Qu'est-ce qu'il a bien fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son problème? Oui, mais il demande la libération des détenus politiques et le respect de la feuille de route, monsieur le ministre. Il demande la libération en tant que qui? Il n'a qu'à laisser la justice faire son travail. Il pense faire pression sur les gens en faisant cela. C'est de la comédie qu'il est en train de faire là. De la comédie, dites-vous? Je dis bien de la comédie. Il fait grève de la faim pour obliger les fous, forcer la main aux gens. Les gens prennent des engagements, ils ne les respectent même pas. Et vous voulez qu'on se plie à des comédies? Faisons confiance à la justice. Les gens sont détenus là-bas, savent ce qu'on leur reproche. Alors, est-ce la raison pour laquelle l'avion est arrivé et vous, en tant qu'autorité, vous avez refusé? Et aussi, vous ne vous préoccupez pas de la situation de
Rabia et ce sont les autorités ghanéennes qui viennent pour s'en occuper, pour refuser? L'avion a bien atterri, mais il ne pouvait pas le prendre parce qu'on ne savait pas quelle était la mission de l'avion. J'ai dit bien, le ministre ghanéen a posé le problème. On devait lui revenir. Il n'a pas attendu pour envoyer l'avion. Ce n'est pas amical. Quand on est des amis, quand on est je sais pas, lorsque vous posez un problème, attendez la réponse avant d'agir. Non, mais je fait la demande de l'évacuation à qui il a posé le problème de la place. Vous pensez normal, le Togo a envoyé un avion dans une ville du Ghana pour chercher un malade sans que les autorités ghanéennes ne donnent leur avis? Je ne crois pas. C'est que même vous dire que le ministre après, il s'est excusé. Parce que le comportement n'était pas amical, il s'est excusé. Voilà la réaction du ministre Yak Dameham. Eh bien, vous avez écouté le général Yak en réponse aux questions de notre confrère de Radio Victoire. Le son n'était pas de première qualité, vous voudrez bien nous en excuser. Même en Tchosso, vous avez écouté le ministre qui expliquait pourquoi le gouvernement du Togo n'a pas accepté que l'avion militaire transporte Monsieur Rabia Nicodème pour soin. Et également, le ministre est allé avec son appréciation sur la grève de la faim de Monsieur Rabia. Mais ça, c'est la position du gouvernement. Mais souffrez, moi, par rapport à... ou personnellement, je pense que l'action que mène Nicodème Rabia en ce moment est une action qui l'engage d'abord. Et c'est important parce que quoi? On connaît un peu l'histoire du printemps arabe avec ce jeune Tunisien qui a choisi donc de verser de l'essence des cieux, de se brûler. C'est ce qui a fait partie Ben Ali. On est bien d'accord, de fil en aiguille. C'est des actions qu'il faut assumer en tant que... Mais vous et moi j'ai choisi justement ma plume pour m'exprimer. Plusieurs autres Togolais ont choisi des moyens propres à eux pour s'exprimer. Je ne crois pas que parce que un individu s'inscrit dans un choix, dans une démarche. Il est vrai que c'est une situation qui attire tous les regards et qui attire surtout, qui appelle de la pitié en sa faveur, parce que effectivement la santé est en jeu, le corps se dégrade, etc. Mais je dis, je suis convaincu, je reste convaincu que même il y en a même qui choisissent par le silence, d'exercer des actions. Et ça aussi c'est important. Chacun s'assume. Merci, voilà. Chacun s'assume. On a connu des pays, on connaît des pays où les gens choisissent même de s'immoler par le feu pour défendre une cause qui leur est chère, espérons que il n'en sera pas le cas dans notre pays ici. Mais vous avez écouté Yak, mais déjà dimanche, un autre ministre, Bawara, sur une autre antenne de Radio Pyramide, donnait également son appréciation sur la grève de la faim de M. Rabia. Jeff le Prince. Oui, vous savez, Rabia Nicodème, c'est un citoyen togolais. Et au-delà qu'il soit citoyen togolais, je rappelle qu'il est citoyen américain aussi, si les gens ne le savent pas. Et là, ça devient compliqué. En ce sens, moi-même, je me suis déplacé pour aller lui dire bonjour, parce que c'est un politicien, on a l'habitude de le rencontrer, de lui accorder des interviews. Un homme politique. Un homme politique, voilà. Un homme politique, on a l'habitude de lui accorder des interviews. Et quand nous sommes informés, la fois où vous y étiez, nous aussi nous sommes partis juste après vous, et quand il a été reçu par l'ambassadeur ghanéen, on n'a pas eu le temps de le rencontrer. Et petit à petit, c'est en train de prendre de l'ampleur, en ce sens que aujourd'hui, ça fait de la pub pour sa personnalité et ça fait la mauvaise publicité pour le pouvoir Faure Gnassingbé. Mais je voulais dire aussi sur le fait, si le gouvernement togolais refuse de pouvoir accueillir cet avion médicalisé qui peut-être doit transporter Rabia Nicodème, je me suis posé tellement de questions. Et quand vous écoutez le général Yak, je pense que la sécurité interne d'un pays, ce n'est pas de l'amusement. Et ça, parfois, je me dis, si l'opposition, c'est le pouvoir, c'est un jeu où on pourrait permettre à l'opposition d'être aux affaires pendant 6 mois, pendant 1 an, et que unir soit opposant aux opposants aujourd'hui, on comprendrait mieux cette situation.
Parce que avoir la situation d'un pays et la sécurité d'un pays, ce n'est pas de l'amusement. Si les autorités ghanéennes appellent les autorités togolaises qu'un avion médicalisé doit venir transporter Habia Nicodème, et comme je l'ai dit, après tout, il est togolais, mais il est citoyen américain aussi. Vous ne savez pas les démarches qui ont été faites. Est-ce que les autorités ghanéennes ont pris les dispositions d'atterrissage avec les autorités togolaises pour qu'on vienne, c'est-à-dire les dispositions normales, pour qu'on vienne chercher notre compatriote Habia Nicodème? Et si ce n'est pas le cas, un avion qui arrive sans informer les autorités aéroportuaires, je pense qu'on ne pourra pas accepter. Et là, c'est la sécurité interne du Togo. Parce que je voudrais rappeler, jusqu'à la crise a commencé au Burkina Faso, vous vous rappelez, Faure Gnassingbé qui était à la tête de la CEDEAO, qui a fait déplacement vers le Burkina Faso, il a été dépêché par ses homologues pour aller intervenir sur la crise burkinabé. Il était dans les airs du Burkina Faso où il n'a pas eu le temps d'atterrir, il est revenu au Togo et vous avez su ce que les gens ont dit sur les réseaux sociaux pour dire la population burkinabé a renvoyé Faure Gnassingbé du Burkina. En réalité, ce n'était pas ça. Le protocole de la présidence togolaise n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour avertir les autorités aéroportuaires du Burkina Faso pour que l'avion de Faure Gnassingbé puisse atterrir. Et là, quand on annonçait cela, les gens ont dit, quelle que soit la personne qui arrive, nous ne sommes pas informés, on ne va pas autoriser l'atterrissage de cet avion. Ça veut dire que la sécurité d'un pays, on ne s'amuse pas. Et là, je pense que chacun prendra ses dispositions dans ses problèmes pour que quand même on ne plonge pas le Togo dans une nouvelle crise. Non, ça me fait rire, ça me fait rire. Nous parlons du problème Habia. Moi, j'ai donné un exemple. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ça me fait rire parce que la vie d'un individu est avant tout primordiale. Et on sait combien de fois les Occidentaux se dépêchent quand il s'agit de la vie et de leurs concitoyens qui est pris en otage. Et en cela, je rejoins pratiquement le développement de Primus. Est-ce que l'État togolais doit attendre jusqu'à ce que la vie d'un citoyen soit mise en danger avant de faire quoi que ce soit? Non. L'État togolais pouvait couper l'herbe sous le pied voilà. Permettez. Je t'ai laissé parler. Non, je ne parle pas. Non, c'est moi qui dispose les paroles. D'accord. Seulement, soyez bref pour que d'autres aussi puissent intervenir. Permets-moi de faire le développement. Quel que soit les grèves que j'ai envers Habia, depuis MCA jusqu'à nos jours, le mouvement citoyen alternatif. Oui, MCA. Enfin, à ce moment-là, avec Fulbert Atisso et Habia Nicodème. Jusqu'à présent, il sait de quoi je parle. On se connaît très bien. Je me dis que sa vie est en danger. Il faut voler à son secours. Et cela, c'est l'État togolais qui doit le faire, quelles que soient les dispositions. Aujourd'hui, dire que il est en train de faire une comédie, je dis que mais le général a tout faux. Qu'il se mette dans sa situation, dans sa condition. Ce n'est pas normal de dire que quelqu'un qui a fait une grève de faim de plus de 13 jours, on dit qu'il fait de la comédie. Quelle que soit leur accointance, je répète bien ce mot, il n'a pas le droit de le dire. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Juste ces informations. Un cabinet médical des plus prisés a dépêché son équipe médicale pour aller évacuer M. Habia pour soins. M. Habia a décliné cette invitation. Il en est à son 14e jour. Alors un auditeur qui se demande pourquoi les chefs de parti de la coalition ne se joignent pas par solidarité à Habia Nicodème pour que sa doléance porte. Non, juste... Et on va finir avec vous, oui, s'il te plaît. Bon, moi, d'accord, mais quand on me dise que pourquoi l'État togolais, mais il est en grève de la faim contre l'État togolais. Et après, est-ce que vous pensez que... S'il vous plaît. Une personne à la fois. Oui, et alors est-ce que vous pensez que, tel qu'on montre sa détermination à aller jusqu'au bout, est-ce que vous pensez que Habia serait d'accord d'accepter une quelconque assistance de l'État togolais? Est-ce que l'État a fait la démarche? Non.
Primus, calme-toi. Alors, d'autre part, mais on le dit si bien ici. Rabia est citoyen américain par ailleurs. Avant tout Togolais. Non. C'est cette côté d'américain. Nous sommes tous Togolais. Nous sommes Togo entre Togolais. Il est avant tout. Mais moi, j'ai une interrogation. Hein. Sa grève de la faim a démarré devant les locaux de l'ambassade des États-Unis. Avant qu'il ne se transporte devant les locaux de l'ambassade du Ghana. Je ne sais pas pourquoi. Je te donne l'information. Parce que le Ghana fait partie de la médiation, de la facilitation, et la Guinée n'a pas d'ambassade au Togo. Et pourquoi, justement, on commence justement devant l'ambassade de son autre pays et subitement se déplace. Non. Bien entendu. Mais bien entendu, parce que. Dis-moi, mon Tosso, qu'est-ce que ça coûterait à l'État togolais qui nous appelle à la réconciliation, à l'unité nationale, de faire un geste symbolique d'apaisement? Qu'est-ce que ça lui coûterait? Dis-moi ça. Vous me montrez. Je n'ai pas à te répondre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le médiateur. Tu n'es pas le médiateur. Est-ce que le Togo m'a médiateur? Ça, c'est à moins que tu me dises. Respect mutuel, comme nous savons le faire le mardi. À moins que tu me dises subitement que Primus est devenu le médiateur de l'émission. Allez-y, mon Tosso. Non, je n'ai pas. Moi, je suis dans des. Oui. Parce que moi, je ne te pose aucune question. Moi, je ne te pose. Je ne te pose aucune question. Parler quand il a la parole, s'il vous plaît. Nous sommes tous dans nos interrogations. Et toutes nos interrogations sont valables. Mais, je dis, on nous apprend d'ailleurs qu'un cabinet s'est constitué, un cabinet médical s'est constitué. Rabia est ferme. Il ne veut pas. Il est en grève de faim contre l'État togolais d'abord. Mais je ne dis pas cela. Il faut pas faire des déductions. Merci. Je ne le dis donc, pas. Mais c'est un choix. Moi, quand je finis, quand je finis mes interventions à Canal FM et que je subis des colibés, des menaces, mais je ne m'en plains pas. Primus. Mais c'est ce qu'il faut aussi dire. Et c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis clairement que nos choix, nous tous, nous avons des choix. Et nous assumons. Merci beaucoup. On s'en tient là avant la pause. Merci à ce confrère auditeur qui nous suit et qui nous rappelle, nous parlions tantôt de la lettre ouverte que le doyen Godwin Tété a envoyé au facilitateur au président du Ghana et de la Guinée. Et notre confrère et ami nous apprend que Godwin Tété a fêté ses 90 ans en janvier dernier. Chapeau donc au vieux. 93.5 Canal FM. C'est beau le club La Presse quand c'est chaud et quand même des amis ne sont pas d'accord avec les uns les autres et qui le disent ouvertement. L'essentiel c'est que cela se fasse dans une certaine courtoisie pour nous-mêmes ici au studio et surtout pour ces oreilles, ces grandes personnalités qui nous écoutent. C'est ainsi la démocratie. Nous y arriverons. Wichalo Vakam, c'est sûr. Revenons maintenant au recensement électoral qui a démarré, qui a son deuxième jour. Qu'est-ce que les journaux parus aujourd'hui en disent? L'Union pour la patrie, écrit à la page 6, recensement électoral, la surprise du chef. Les populations sont sorties nombreuses pour s'enrôler. Signé l'Union pour la patrie. Togo Matin, l'éveil de la nation, écrit à la page 4, démarrage du recensement hier. Des Togolais ont bravé le boycott pour aller se faire enrôler. Togo Matin, pour sa part, écrit processus électoral, la coalition, un pied dedans, un pied dehors. Son appel au boycott du recensement est comme une blague pour enfants. Petit commentaire, mon Tchosso. Oui, parce que en tout cas, la coalition de l'opposition, avec son appel au boycott, montre effectivement qu'elle n'a jamais cessé d'aller d'inconstance en inconséquence depuis août 2017. Il faut toujours le préciser. Mais alors,
On est d'accord pour aller aux élections. On est d'accord, on s'est mis d'accord sur le processus. Même si aujourd'hui, vous savez, c'est-à-dire quand on met de côté, quand on écarte, on piétine l'UFC, en envoyant ou en proposant une liste à l'Assemblée nationale, quand on écarte l'UFC, c'est-à-dire que l'UFC, nous sommes sur le recensement électoral. Nous sommes sur le démarrage du recensement électoral. Alors, si tu me recadres, c'est un appel c'est une blague pour enfants. Pourquoi? Le minimum, la carte d'électeur dans plusieurs situations est un sésame pour nombre de Togolais. Ça, c'est important. Face à plusieurs situations, face à plusieurs difficultés, des Togolais qui ne disposent pas de carte d'identité ni de passeport se sont au moins servis. C'est arrivé plusieurs fois, dans plusieurs situations, de leur carte d'électeur. Ça a été autorisé. C'est arrivé. Je dis c'est arrivé. Parce que nous sommes dans des pays difficiles. Nous sommes dans des pays difficiles et nous savons ce que ça coûte. Même si on ne fait pas l'avocat de l'État sur ce plan, au moins, disposer de ce sésame permet au moins aux Togolais face à plusieurs situations, justement, de se tirer d'affaire. Merci. Et ne serait-ce que cela, je reviens à la revue de presse sur les appréciations du premier jour de recensement avec le confrère Vision d'Afrique qui trouve jour 1 diversement apprécié, pour dire que la journée d'hier est diversement appréciée et vous le suivez. Autre journal, c'est l'Alternative qui écrit à la page 3, recensement électoral, un premier jour de fiasco. Et Actu Express, pour sa part, Isidore Akolo, vous écrivez que le démarrage des opérations par la CENI bancale a tourné au fiasco. On dirait qu'on était dans la même rédaction. C'est aujourd'hui que je l'apprends que le mot fiasco a été utilisé par mon confrère. L'Alternative, et ça retrace bien et illustre la situation qui a prévalu dans la zone 1. Nous nous sommes dépêchés avec nos reporters partout, que ce soit. Et je vais vous les citer. Lycée Agoué, Adam Avor, Baguida, Collège protestant de Lomé, PPA Flao, Gakli, Centre communautaire de Baie, PPA Aboubakar chez moi ici, et à Siganto. Oui, vous assumez. Le préfet d'Asiganto. Mais je vous dis que la population se compte du bout des doigts. Ça, c'est ce qu'on a. Les gens n'étaient pas sortis hier. Pas du tout. Et on s'est dit que bon, le mot d'ordre de boycott lancé par la C14 a été largement suivi. On a fait des recoupements au niveau de Vaughan, dans l'erreur. J'ai fait la pouvoir en parler. Et si je disais le contraire de ce que tu as dit, peu importe. Et à Fagnan, à Palimé et autres contrées, la situation est la même. Mais au-delà de la non-mobilisation de la population, il s'est posé un problème structurel. Oui, ça, je suis d'accord. Les kits n'ont pas été déployés. Je suis d'accord. Et là où ça a été déployé, les kits n'étaient pas fonctionnels. Il y a eu deux problèmes. On s'est dit que mais ça c'est une pagaille organisée par cette CENI bancale qui opère aujourd'hui le recensement, et ça tourne à la vinaigre. Merci. Et au vinaigre plutôt. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que la CEDEAO doit s'interpeller. On a déjà parlé de la CEDEAO. Oui, doit s'interpeller puisque c'est elle qui décide aujourd'hui de la conduite à tenir dans l'Alternative qui trouve également que hier il y avait un manque de matériel informatique, absence d'opérateurs de saisie, ou encore par endroit le groupe électrogène qui devait alimenter les kits n'était pas fonctionnel, et que les kits même étaient en piteux état ou carrément introuvables. Dans certains établissements scolaires, élèves ont été renvoyés
à la maison pour permettre le déroulement des opérations. Non, avant cela même, il y a des chefs d'établissement qui ne sont même pas informés du choix de leur établissement pour faire ce recensement. Merci. Et ce matin même, nous avons des témoignages que à Tchévier, au CG, Tchévier Ville 1, après 15 minutes, il y avait une seule machine qui fonctionnait sur 2, et après 15 minutes, cette machine aussi a rendu l'âme. Le maintenancier appelé au secours n'arrivait pas. Et ce matin encore, l'école primaire publique à Dakpam et là-bas, sur 6 machines, il y avait une seule qui fonctionnait et qui est tombée aussi en panne. Et les opérateurs de saisie sont là dans le désordre total. Alors, chez vous, à Neho dans les lacs, Jeff Le Prince. Isidore le disait tout à l'heure, je pense que j'ai pris soin quand même aussi de me déplacer très tôt le matin par décision déjà pour constater ce qui se faisait. Un peu dans le canton de Glidi, je suis allé vers le canton d'Aklakou pour terminer sur le littoral vers Aboudrafo. Mais les centres de recensement, hein, c'est comme ça s'appelle, je crois, que j'ai eu à visiter, le constat est le même en ce sens que les kits n'ont pas été déployés à temps. Les kits n'ont pas été déployés je donne un nombre estimatif, sur 10 centres que j'ai eu à visiter, à peine 1 ou 2 centres ont eu de kits. Et peut-être le seul ou 2 centres qui ont le kit, soit un kit est en bon état et l'autre a des problèmes. C'est ce que j'ai pu constater jusqu'autour de 16 heures même. Dans la commune d'Aneho, il y a certains centres de recensement n'ont pas encore reçu leur kit. Donc, j'ai constaté ce problème de déploiement. Parce que par endroit, vous verrez des gens, quelques Togolais qui attendent pour le recensement, il n'y a pas de kit, alors qu'il y a les opérateurs de saisie et toute l'équipe qui doit conduire l'opération de recensement. J'ai fait un tour à la CELI pour comprendre un peu ce qui se passe. C'est vrai que à la CELI des lacs, lac Bamono, et j'ai constaté aussi que vers le Bamono même, tout le kit qui devait être déployé autour de midi ou vers 13 heures, les kits ne sont même pas encore envoyés vers la préfecture de Bamono. Donc il y a eu un problème les amis du Saint-Jossou sont un problème de logistique, et avec cette pluie aussi qui a surpris tous les Togolais dans cette opération aussi. Bon, c'est ce que moi j'ai pu constater, mais je ne peux pas aujourd'hui affirmer que les gens sont sortis ou pas. Mais le compte rendu que je peux vous donner, c'est que les kits n'ont pas été déployés dans les centres que moi j'ai eu à visiter. Est-ce qu'il y a eu du monde au niveau des centres? Isidore. Vous faites également un constat, Actu Express, vous relevez que à Vaughan et dans d'autres localités, il y a eu des mouvements d'humeur hier. Apparemment, les opérateurs de saisie n'apprécieraient pas beaucoup les indemnités financières que la CENI leur alloue. Évidemment, ça a commencé depuis dimanche et ils ont fait leur saut d'humeur, que ce soit à Vaughan et ailleurs, mais ça a été constaté aussi au niveau du centre communautaire de Baie, où le vice-président du CLC disait que bon, si vous ne voulez pas déguerpiller, nous allons vous remplacer par personne d'autre. On a trouvé ça très ahurissant de trouver des gens qui n'ont pas eu la formation de faire ce recensement. Donc pratiquement ça concourt à la pagaille qui est dénoncé par ce recensement. Sur ce fait, quelques secondes, ça s'il te plaît, c'est vrai qu'il y a des mouvements d'humeur, mais quand nous sommes allés aux informations, je rappelle que le 30, qui était le dimanche, le président de la CENI a encore sorti un communiqué que tous les OPS qui ne vont pas signer le contrat, c'est-à-dire c'est un contrat délibéré, qu'ils ne vont pas signer le contrat au-delà de 15 heures seront considérés comme démissionnaires. Oui, à ce niveau, non. Donc, je ne pense pas que c'est les présidents de CELI ou bien CLC qui ont exigé à ce qu'on signe le contrat. Peut-être qu'il n'a pas cette information. Le communiqué venait du président de la CENI qui a signé ce communiqué le 30 septembre pour informer. Si vous ne voulez pas le faire, on vous considère comme démissionnaire. On ne peut pas demander un contrat d'adhésion aux gens. Ça, c'est un contrat d'adhésion comme si nous sommes dans Google, il faut valider, aller. Non.
Ici, il s'agit de quoi? Merci. Non, tu permets, non, tu permets, s'il vous plaît, non. Nous avons déjà dit. Oui, il permet, parce que il y a problème les grèves que les gens, les OPS, moi je les ai approchés. Oui. Les grèves disent que bon, l'opération actuelle n'est pas la même chose que ce qui a été passé en 2015, où il s'agit seulement de réviser. Maintenant, il faut refondre tout. Donc, la tâche est lourdement pénible que ce qui s'est passé en 2015. On leur propose la même chose. Enfin, il me semble que c'est une affaire de contrat. Hein. La CENI a fait appel à la candidature. Il ne faut pas faire de contrat d'adhésion. S'il vous plaît. La CENI a fait appel à la candidature. Les gens y sont allés. Ils ont été formés. Et ils vont être déployés. Si on leur propose un contrat qui ne les agrée pas, ils ne signent pas. Alors, ça devait être dit dès avant. Au début, oui, c'est ça. Là, on le pousse à un contrat d'adhésion. S'il vous plaît, Primus, c'est dans ces conditions que le recensement démarrait hier. Oui, moi, mon problème, je ne comprends pas la précipitation et de la CENI et du pouvoir. Parce que on a divisé les Togo en 2 zones. Or, la feuille de route de la CEDEAO nous fait comprendre que le vote de la diaspora aussi, on en tiendra compte. Entrer en ligne de compte. C'est prévu pour le recensement de la diaspora. Enfin, je ne sais pas. Et quand le ministre Barora dit qu'il n'y aura pas de rattrapage, ça, c'est la dernière fois, j'avais dit ici qu'il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour de petits canards sauvages. Là où, dans la démocratie, là où le citoyen a un poids, a de la valeur, c'est quand il s'agit des élections. Quand il s'agit de donner sa voix à une personne ou à une autre. Donc on ne peut pas bafouer aussi la seule valeur que nous avons en démocratie, c'est-à-dire notre voix, notre vote. De deux, ce que je ne comprends pas, depuis 2010, Jean-Pierre Fram marchait quand il y a élection ou après les élections. Après les élections. On a volé son. Maintenant, qui ont la chance de s'asseoir dans la même commission électorale avec le parti au pouvoir? Pourquoi le parti au pouvoir ne saisit pas cette chance pour jouer bas la terre? Les deux, donc à revoir ce qui se fait à la CENI, parce que c'est le seul moyen où ce que nous sommes concitoyens compte. De 3, je n'ai pas compris. Quand l'a dit mon confrère, il va encore dire que je l'attaque, mais je ne l'attaque pas. Si, pour les élections, les gens peuvent témoigner pour avoir une carte d'électeur qu'ils vont utiliser pour aller à la banque, qu'ils vont utiliser pour voyager. Pourquoi l'État ne se sert pas des mêmes moyens pour leur établir la carte nationale d'identité, une fois pour toutes? Pas des audiences foraines. Pas des audiences foraines, oui. Vous rejoignez une préoccupation que Mme Diambo Johnson a exprimée ici, que la coalition souhaite qu'on organise des opérations foraines au cours desquelles tous les Togolais seraient dotés en bonne due forme de carte d'identité. Comme ça s'est passé ailleurs. La carte de l'État, c'est une carte de l'État, ça s'arrête là. Si on peut maintenant, par témoignage, l'avoir, on peut aussi par témoignage avoir la carte nationale d'identité pour simplifier la vie aux gens. Ce que vous voulez ajouter, aujourd'hui, il y a des gens, on a parlé des mesures d'apaisement. Il y a des gens qui sont incarcérés, qui sont des potentiels candidats. S'ils ne se retrouvent pas dans ce recensement-là, est-ce qu'ils peuvent être candidats? Mais posons-nous beaucoup de questions. Merci. Également une question que un auditeur m'a déposée hier. Bon, ils sont exclus. J'ai pas eu le temps de consulter le code électoral, mais l'auditeur avec qui j'échangeais hier relevait que, réagissant sur l'appel au boycott de la coalition, pour dire que si les leaders de la coalition eux-mêmes ne vont pas se faire recenser actuellement, est-ce qu'ils pourront être candidats demain aux diverses élections? Est-ce que ça va prospérer? C'est la question qui mérite d'être posée. Réponds d'abord à ma question. Il faut d'abord être électeur pour être éligible. Si la coalition appelle au boycott et que les leaders de la coalition et leurs militants ne vont pas se faire recenser, est-ce qu'ils pourront être candidats demain aux diverses élections? Peut-être qu'on n'a pas compris la même chose. Si j'ai cru comprendre, Madame Adiamagou, sur vos antennes de Canal FM, c'était vendredi dernier. Oui, elle dit qu'ils n'ont pas encore pris fonction dans la CENI. C'est ça. La CENI est bancale. Je ne parle pas des membres de la CENI, les leaders de la coalition même.
s'ils s'en tiennent à leur mot de boycott et qu'ils ne se font pas aller enrôler et qu'ils n'ont pas leur carte d'électeur, est-ce qu'ils pourront être candidats demain aux élections que vous connaissez? Justement, c'est à cette question-là que je veux répondre. Okay. Je n'ai pas cru comprendre que la coalition demande de ne pas se faire recenser. Je n'ai pas compris comme ça. La coalition demande aux gens de commencer à se faire recenser quand eux aussi vont commencer le travail ensemble avec les 8 autres membres du parti au pouvoir dans la CENI. C'est ça. C'est ce que moi j'ai cru comprendre. Bon, chacun peut avoir compris ce qu'il a entendu. Justement. Mais, s'il vous plaît, Madame Adjamagbo était à votre place dans ce studio vendredi. Et hier, j'ai écouté Jean-Pierre Fabre en éveil. Ou bien en Milan, c'est selon à Radio Victoire. L'un ou l'autre appelait la population à ne pas se faire recenser à partir d'hier. Tant qu'ils ne sont pas dans la CENI. C'est ce qui manque à ton information. Exactement. Tant qu'ils ne sont pas dans la CENI, n'allez pas. Cela veut dire que quand ils vont redémarrer le travail ensemble avec le parti au pouvoir, allez-y. C'est ce que moi j'ai cru comprendre. Maintenant, pour revenir au problème de l'UFC. Oui, à ce niveau-là, ce que moi j'ai entendu, ce que vous avez entendu, Dieu merci, les bandes de ce que Mme Adjamagbo a dit ici sont là. Oui, ce que Jean-Pierre Fabre, s'il vous plaît, ce que Fabre a dit hier à Victoire, les bandes sont également là. On verra toujours si c'est moi qui ai mal entendu ou bien si c'est vous plutôt. Ok. Maintenant, pour arriver maintenant à la CENI, les noms que la coalition a envoyés à la CENI sont connus depuis le dimanche dernier. Et le confrère L'Alternative nous les rappelle ici. Vous les connaissez, donc je m'en fais l'économie. Exactement. L'Alternative, il y a aussi un voici la liste des représentants de la coalition des 14. On l'a aussi repris. Merci. Actu Express aussi l'a remis. Mais là-dessus, Togo Matin écrit recomposition de la CENI. L'UFC s'accroche et renvoie la C14 à ses revendications initiales. Autre journal, c'est l'éveil de la nation à la page 3 qui écrit entente impossible entre l'ANC et l'UFC. L'UFC n'entend pas quitter de sitôt la CENI. Le parti jaune a, dans une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, demandé le maintien de son membre au sein de la CENI. Son représentant, Jean-Claude Omao, ne bougera pas de la CENI, a déclaré Isaac Tchakpe, conseiller de chef s'il vous plaît, Isidore. Là-dessus, Liberté aussi écrit CENI, l'UFC se rebiffe et décide de maintenir son représentant. Liberté dit craindre embouteillage, pagaille et chaud d'empoignade en perspective. Et un autre journal même qui dit que l'UFC est dans le mauvais rôle dans la recomposition de la CENI. Alors, vous avez juste 30 secondes. 30 secondes. Oui, 30 secondes. L'UFC se trompe de combat. En 2010, quand l'UFC a signé sa paix des braves avec le parti au pouvoir, cela signifie que l'UFC a quitté les bancs de l'opposition pour devenir un partenaire du parti au pouvoir. La preuve, André Johnson est toujours ministre de ce gouvernement. Il n'est pas seul. Voilà. Ogin aussi est ministre. Pardon? Oui. Il y a deux demi. Et c'est qui les demi? C'est Ogin et le demi. Ok. Et c'est qui les deux entiers? Le deuxième, c'est... Ok. C'est-à-dire que la place de l'UFC au sein de la CENI serait du côté du pouvoir. Merci. 30 pas dans l'opposition. Pour faire vite, Diave le Prince, vous passez sur la composition de la CENI. Oui, non, mais 30 secondes. Mais est-ce que les accords sont déçus de la loi? Primus semble relancer un débat d'ailleurs. Les accords. Recomposition de la CENI. Oui, bien sûr, parce que il est justement, c'est-à-dire aujourd'hui, l'UFC s'en tient à la loi. Le statut de l'opposition. Mais qui reconnaît quelqu'un comme chef de file de l'opposition? Qui est au pouvoir? Au nom d'un accord. Mais est-ce que les accords priment sur les lois? Les accords politiques. Oui. Voilà. Sur la recomposition de la CENI. Toute la question se pose encore. Vous avez passé le temps à vous chamailler, maintenant nous sommes tenus par le temps. Au fait, on ne veut pas juger parti. C'est ce que moi je dis.
et à Isaac Chakpe, que je connais très bien, Oui. et qui avait dit que les gens étaient dans une posture de boy scout. Aujourd'hui, il est là à tirer les conclusions. Merci. Eh bien, Liberté qui parle d'embouteillage, de pagaille et chaude empoignante, eh bien, c'est l'Assemblée nationale qui va décider de la recomposition de la CENI sur la base des noms qui leur est envoyé. Eh bien, nous verrons la décision du comité de suivi qui avait dit que les parties signataires, les parties prenantes sont libres, ont droit de choisir librement leurs représentants. Déjà, les journalistes sont invités le jour où l'Assemblée nationale va décider de se prononcer sur les noms. On ira et on va voir ça. Merci. Pas encore opérationnel. Ça a été chaud. La vraie cause. Juste pour dire que la vraie CENI n'est pas encore opérationnelle. Si on est légaliste, cette liste, proposée par le sénateur ne peut pas prospérer. C'est aussi ça la question. Si on est légaliste, c'est fini pour aujourd'hui. Mais politiquement faux. Mais voilà. S'il vous plaît. Nous allons juste faire le tour de table pour recueillir vos cartons. Je rappelle que les cartons sont attribués à des personnes et sur des sujets qui n'ont pas été débattus aujourd'hui. Jeff Le Prince. Oui, je voulais donner un carton rouge au ministre du Développement à la base pour le projet Écoutons Jeff. Le projet de cantine scolaire. La fois dernière, elle était là avec une délégation dans le Bas-Mono. Mais ce qu'on nous a fait montrer sur les télévisions nationales, je pense que dans la réalité, quand vous allez sur le terrain, on devait penser à construire ne serait-ce que un minimum de qualité de cantine scolaire aux enfants que... Alors quand vous dites construire, vous pensez à quoi? Oui, construire... Un bâtiment ou bien au plat? Non, je parle de bâtiments. De bâtiments, c'est-à-dire l'infrastructure qui accueille les enfants à manger, c'est sur les mêmes tables bancs que ces enfants étudient, qu'ils mangent encore. Là, on ne peut pas parler de cantine scolaire, ça pose problème. Merci. Et pour ça, carton? Carton rouge. À qui? Au ministre du Développement à la base. Merci beaucoup. Il est dans la couleur. Je n'ai pas de carton, mais si tu permets, juste faire un appel à nos lecteurs qui nous ont demandé de publier le nouveau code foncier domanial, qui est un document de plus de 100 pages. Et nous avons commencé par l'acte 1. Donc, ceux qui veulent se procurer du code code foncier domanial, qui crée toujours problème au Togo, qui est une bombe à retardement. Merci. On peut faire la collection Arthur Express pour avoir le code foncier domanial, mais on peut également aller à Edit Togo pour avoir la brochure, parce que c'est une loi de la République. Monchoso, Dieudonné Korolakna, votre carton sur un sujet qui n'a pas été débattu aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup les artistes parce que... Carton, Monchoso. Au-delà de nos problèmes, ils nous donnent du rêve. Oui. Et ils savent adoucir nos mœurs. Carton vert au jeune artiste togolais musicien qui s'appelle Ozan, qui est sur la liste découverte RFI. Prions pour lui. Merci. On finit avec l'aristocrate. Oui, c'est bizarre. Moi, quand on va à Madame de Goué-Victoire, mais elle sera verte. Oui. Pour lui dire que... Oui. Pour lui dire que... ça fait 3 fois que je l'ai vu dans un lieu de divertissement. Donc, je l'encouragerai à nous procurer, à nous aussi, des endroits où on peut aller nous distraire. Vous qui? Nous les Togolais, les citoyens togolais. Ok. Vous avez pensé à qui? Ok. Développement à la base. Voilà, exactement. Et pour ça, carton vert. Merci beaucoup. Bon, comme Monchosa parlait d'un artiste, j'envoie un carton vraiment amical à l'artiste Toto Patrick. Il m'a offert hier des compilations de musique. Et quand je les écoute, je trouve mon inspiration pour le club de la presse. Toto Patrick, merci pour ça. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain mercredi à 11h. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.